Naissance et ascendance. Le mercredi 4 décembre 1889 à 16 heures, Abdelhamid ibn Mohammed al-Mustafa ibn al-Makki ibn Badis voit le jour à Constantine, une ville au nord-est de l'Algérie. Il est issu d'une célèbre famille amazigh, de vieille bourgeoisie citadine. De la tribu de Sanhajit, il revendique des origines berbères remontant à Bolorin ibn Ziri, fondateur au Xe siècle de la dynastie des Zirides, qui a régné sur les Fréqiyya et joué un rôle principal dans l'histoire du pays. Bolorin est aussi le fondateur de 3 villes, Alger, Miliana et Médéa. Beaucoup de juges, de pieux savants, de sultans et d'émirs seront issus de l'antique famille Ibn Badis. L'intelligence, le savoir, la richesse et le pouvoir seront des qualités qui distingueront cette célèbre famille. Mais de grands noms et nombre de personnalités brillantes la marqueront également. Il y a Mu'ayz ibn Badis, un ancêtre qui délivrera le pays en 1048 de l'emprise des chiites fatimides, le célèbre juge de Constantine Abul Abbas Hamid ibn Badis, qui sera gouverneur, magistrat et imam au Xe siècle, le mufti Barakat ibn Badis et Abu Abdillah Muhammad ibn Badis, un spécialiste des lectures coraniques et éminent érudit de la linguistique et de la grammaire. D'ailleurs, on le qualifiait de Sibawayh de son époque. Citons aussi le grand-père d'Ibn Badis, le juge El-Makki, qui était très respecté par les gens pour sa grande générosité, ses dépenses et ses dons. Les Algériens n'oublieront jamais l'aide financière colossale qu'il leur a apportée dans la famine de 1862. Et son oncle paternel, Hamid ibn Badis, le célèbre député de Constantine, qui en voyant l'injustice de la France et son oppression, n'a pas gardé le silence. Il a envoyé une lettre dans laquelle il soulignait les injustices de l'administration coloniale, qui avait accaparé les terres les plus fertiles et abandonné les Algériens à la pauvreté et à la famine. Il a aussi réclamé la liberté religieuse et la réforme de la magistrature sans se préoccuper des conséquences. La famille Badis sera influente sur le plan politique et dans le pouvoir au Maghreb. Parmi les hommes les plus célèbres de cette famille, dont le Cheikh Ibn Badis était très fier, il y a l'émir El-Mu'izz li-Dinillah Ibn Badis, fondateur de l'État Sanhajit au XIIe siècle, soit il y a plus de 1000 ans. Cet émir a fait la promotion de la sunna, lutté contre les innovations et combattu les Rafidites et les Batinites en Ifriqiya. Il a éloigné du pouvoir les Fatimides du Maghreb et érigé la doctrine des gens de la sunna comme doctrine d'État. Il a fait en sorte de séparer la politique et la doctrine du Maghreb du pouvoir ubaydite. L'émir El-Mu'izz li-Dinillah était le fils de l'émir Badis ibn al-Mansour, gouverneur de l'Ifriqiya et du Maghreb central en l'an 995 et descendant de l'émir Bolorin ibn Ziri, fondateur de la dynastie des Zirides. Plus récemment, des membres de la famille Badis combattront aux côtés de l'émir Abdelkader et se distingueront. Ils partageront avec lui ses souffrances durant sa captivité en France. Abdelhamid ibn Badis est l'aîné de sa famille. Sa mère Zuhayra bint Ali est issue d'une famille très ancienne et connue de Constantine. Son père Mohammed el-Mustafa est un gros propriétaire terrien dans la région et l'un des notables les plus influents de Constantine et de ses environs, délégué financier et membre du Conseil supérieur sous l'administration coloniale. Mais il est connu pour défendre les requêtes et les droits du peuple. Abdelhamid vit à une époque critique où l'Algérie est à la recherche d'une personnalité qui luttera et mènera la nation à la renaissance en lui montrant la voie, en éveillant les consciences et en unissant la patrie. C'est dans cette ambiance qu'il évoluera durant sa formation. Cette petite anecdote illustre bien la situation. En visite dans un village, un ancien vient se plaindre à Ibn Badis de l'attitude des gens. Loin de la religion, ils ne répondent à aucune exhortation, aucune méthode ne fonctionnant avec eux selon lui, comme s'ils étaient morts. Mais Ibn Badis lui répond en rectifiant sa pensée. Ne dis pas que ceux que tu appelles ne sont pas vivants. Dis plutôt, il n'y a personne pour appeler. Il en est donc bien conscient. Le devoir de prédication est négligé. C'est le rôle du savant que d'orienter le peuple vers le droit chemin. C'est pourquoi Ibn Badis endossera ce rôle durant toute sa vie, avec détermination et clairvoyance. Il l'avouera clairement dans un article du Shihab, paru en janvier 1937. Pour qui est-ce que je vis ? Je vis pour l'islam et l'Algérie. Il s'explique. En sachant cela et plus au sujet de l'islam, qui est la religion à laquelle Allah nous a naturellement disposés par sa grâce,
Nous savons alors que c'est la religion de l'humanisme, sans laquelle l'humanité ne peut être ni sauve, ni heureuse. Il ajoute, quant à l'Algérie, c'est ma patrie propre, qui me lie à son peuple par des liens. Et ces liens m'imposent que mes services soient avant tout liés directement à l'Algérie. Il conclut, maintenant que vous m'avez compris, et pris connaissance de la noblesse de l'idée de vivre pour l'islam et l'Algérie, allez-vous vivre comme moi pour l'islam et l'Algérie? Disons alors ensemble, vive l'islam et vive l'Algérie. Les paroles d'Ibn Badis s'élanceront dans toute l'Algérie pour appeler à l'islam et le défendre, résister au colonialisme et dire non à l'annihilation de l'identité algérienne. Ces paroles porteront leurs fruits. Le peuple algérien sous sédatif se mettra enfin à réagir et à se réveiller. Ibn Badis deviendra la source de vie de la génération qui connaîtra la révolution. Mais il sera aussi la cible de bien des machinations et la bête noire de l'administration coloniale. Il se consolera en affirmant qu'une vie sans danger ne vaut rien. Pleinement investi dans le rôle du savant réformateur, jusqu'au dernier instant de sa vie, on lui demandait « Comment affronter la colonisation alors qu'ils ont des chars ?» Ibn Badis répondait tout simplement « Je combats la colonisation par le savoir. Toutes les fois que l'éducation se propage sur Terre, elle déracine la colonisation, dont l'issue finalement est la fin tragique. » Quand on lui disait « La situation est précaire », il répondait « Les conditions peuvent nous modeler, mais elles ne pourront jamais nous soumettre. » Ses compagnons lui disaient « Ne te surmène pas, nous sommes avec toi, tu n'es pas seul. » Et il répondait « Épargnez-moi les affaires administratives. Quant à la colonisation, j'en fais une affaire personnelle. » Grâce à Ibn Badis, les Algériens sont passés de la faiblesse à la puissance, de l'ignorance à l'éducation, du désespoir à l'espérance et de la désunion à l'unité. Je peux donc le dire en toute franchise. Il y a un savant algérien que j'ai appris à connaître et que j'ai choisi comme maître spirituel. Je ne l'ai jamais rencontré, mais sa pensée m'est parvenue à travers son œuvre. Ibn Badis m'a enseigné qu'on pouvait résister à un char avec le savoir et qu'on pouvait vaincre un canon avec une plume. Il n'a levé ni glaive ni aucune arme, mais a haussé la voix avec fierté et résolution pour enseigner la vérité jusqu'à son dernier souffle. Alors ses ennemis ont tenté de briser sa plume, mais sa détermination et sa sincérité l'ont rendu indéfectible. Ibn Badis a vécu soucieux des autres, et il est mort épuisé. Mais il a vécu en grand homme, et est mort en héros. Salut à toi, Ibn Badis, le semeur d'amour, le partisan de la fraternité humaniste. L'islam est la religion de la vie, du savoir et de l'art. La vie est une force, une foi et une beauté. Le savoir représente la force et l'art la beauté. Je suis un semeur d'amour, mais sur la base de la justice, de l'équité et du respect avec tout le monde, quelle que soit son origine et quelle que soit sa religion. De toute origine, de toute religion. Œuvrez donc pour la fraternité, mais avec tous ceux qui œuvrent pour la fraternité. Ainsi la fraternité sera véridique.